Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un son, d'une chose qui était alors inconnue avant la date du 14 octobre 1947. Le mur du son. Donc comme on a pu voir dans notre dernier épisode, contrairement aux idées reçues, il est fort probable et fort à parier que énormément de pilotes de la Seconde Guerre mondiale ont été soumis à ces phénomènes, à ces contraintes du vol supersonique sans le savoir. Voilà, sans le maîtriser. Et ce que vous venez d'entendre là, c'est une onde de choc due à la vitesse très élevée de votre appareil. En fait, lorsque la vitesse de votre appareil devient égale à celle de la vitesse de propagation du son dans l'air, ça forme cette onde de surpression, cette onde de choc, que vous avez entendu ici au sol matérialisée par un bang, c'est comme ça qu'on l'appelle le plus souvent, un bang supersonique. Et donc, comme on a vu dans le dernier épisode, les appareils traditionnels de la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas faits pour passer le mur du son pour différentes raisons. Déjà, avant de poursuivre plus avant dans la vidéo, on va aller voir le premier appareil qui a franchi le mur du son. Tout bêtement, le Bell X1, que vous voyez ici. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite quand on voit cet appareil, je vous ai parlé de quoi? De son profil d'aile. Regardez le profil d'aile du X1. Comme on peut voir ici, eh bien, elle est super fin. Le problème d'une aile fine comme ça, c'est que vous ne pouvez pas décoller à faible vitesse. Vous êtes obligé d'avoir une vitesse relativement élevée pour pouvoir voler. Ensuite, l'autre chose qu'on peut remarquer, donc là déjà c'est fin, voilà. De toute façon à X1, à l'époque c'était vraiment pour étudier les domaines de vol subsonique, transsonique et le début du supersonique. Si vous voyez, il n'y a pas d'entrée d'air. C'est pas de réacteur, pas d'entrée d'air, moteur fusée, voilà. Ça on en parlera dans l'épisode qui suit. Et donc il a un profil d'aile très fin, mais le problème est, oui, car il y a toujours un problème malgré le travail fait sur l'aérodynamique de cet avion pour pouvoir gérer le supersonique, c'est que là il a toujours une aile droite, voyez-vous. Or, comme on peut le remarquer ici sur notre magnifique Mirage F1, nous avons aussi un profil d'aile fin. Par contre, on va aller voir ça d'extérieur. Là, on voit sur son bord d'attaque d'aile qu'il y a une espèce d'angle formé entre l'axe de symétrie de l'avion et le bord d'attaque de l'aile. Voilà. Si on regarde de plus près, ou de plus loin plutôt, parce que là on est trop près, vous voyez ici que notre aile forme un angle. C'est ce qu'on appelle l'angle d'attaque. L'angle du bord d'attaque. Voilà. Donc tout ça pour montrer plusieurs phénomènes. Déjà, un premier, sur la corde de profil de l'aile. Si vous voyez le Mirage F1, il a une corde de profil super fine. On est d'accord? Ça permet quoi? Toujours pareil, on a vu dans le dernier épisode que notre onde de choc due au Mach critique qui survient, on va dire tardivement, enfin tardivement, pas vraiment, qui arrive plutôt tôt dans le domaine de vol transsonique, perturbe l'écoulement d'air derrière celle-ci, derrière cette onde de choc, et du coup il y a une espèce de phénomène de masquage aérodynamique et puis aussi des perturbations sur les éléments mobiles qui vous permettent de mouvoir votre avion dans l'espace, n'est-ce pas? Et cette onde de choc, eh bien, on peut la retarder. Là, on la retarde, on va dire de manière fictive, entre guillemets, par le fait qu'on a une aile super fine. Vous voyez, cette aile, elle est vraiment faite pour voler bien en supersonique. Voilà. Donc on a vu, il y a l'angle d'attaque aussi qui y est pour beaucoup. Là, je ne sais plus exactement, mais la flèche doit faire dans les 60 degrés ou 50-55 degrés pour un Mirage F1. Wikipédia vous dira ça mieux que moi, parce que je connais pas les valeurs par cœur. Mais en gros, c'est ça. Cette flèche-là, elle permet de ne pas subir aussi une onde de choc qui va se former sur le nez de l'avion. C'est d'ailleurs la première qui va impacter tout le reste de votre aéronef. Il y a un schéma qui explique très bien ça, que j'ai trouvé sur le net. Je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Donc ce schéma, le voici, le voilà, sur ce site internet, acrodavion.be, que je donne comme ça.
Et là, ce qu'on voit, ben, c'est, vous avez l'onde de choc, comment elle est formée à Mach 1, puis à Mach 2, puis à Mach 3. Sous-entendu, en fait, plus vous allez voler vite, et plus votre onde de choc sera oblique. Et ça vaut sur tous les éléments mobiles de votre avion. Alors forcément, ce qui se passe sur un avion avec une aile droite, bah, c'est qu'arrivé à une certaine vitesse, en fait, s'il n'y a pas l'angle de bord d'attaque, l'onde de choc va se répercuter, quoi que vous vouliez, sur l'aile de l'avion. Et forcément, bah, vous savez ce qui se passe quand cette onde de choc touche à cet élément. Ça fait des chocs à pic. Ça casse tout. On l'a vu avec le Spit, et c'est à éviter. C'est bien pour ça qu'on a des avions comme le Mirage 2000, avec une aile delta à 60 degrés. Et plus vous allez vite, et puis, bah, plus il faut un angle de bord d'attaque élevé. Si je prends un autre exemple d'un autre appareil mythique, qui lui aussi, d'ailleurs, mythique, c'est l'avion, on va dire, à turbo-réacteur entre guillemets, parce que lui aussi, il a des réacteurs bien particulier. Là, on va se mettre tout de suite à fond d'ailleurs avec cet avion. Voilà. Donc, si on se met sur cet avion, qui est donc là un mode dans le simulateur de vol DCS, mais qui n'est autre que le Blackbird, on va remarquer que son angle de bord d'attaque de 70 degrés, lui, va lui permettre d'aller à Mach 3, voyez-vous. Mais tout ceci là, dans la guerre froide, on a découvert tout ça pour aller de plus en plus haut, plus en plus vite, plus en plus loin, etc. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Le problème de ces avions, ben, c'est de les poser à une vitesse relativement viable. Déjà, le problème de ces avions, c'est que vous devez les poser vite, et puis leur domaine de vol, il se cantonne à un truc vraiment très spécialisé. Là, en l'occurrence, pour un SR-71, bah, voler vite et haut, point barre. Mais c'est pas avec ça que vous allez tirer d'IG pour faire du combat aérien en dogfight, voyez-vous? Non, pas possible. Nope. Bon, là, on parlera pas de ce mode-là que nous avons dans le simulateur, parce que lui, il a un standard de vol simplifié, donc modèle de vol simplifié. Donc il n'est pas réaliste par rapport à ce qu'aurait été le vrai vol en SR-71. D'ailleurs là, celui-là, ça s'appelle le YF-12A, c'est qu'il y a une raison. Contrairement au module d'avant qu'on a vu, Mirage F1, qui lui est un modèle de vol élaboré. Voilà. Donc, toute la période de la guerre froide nous a permis de découvrir de nouveaux domaines de vol, hein, auxquels vous pouvez voir par exemple un Mirage F1 qui est plutôt pas mal adapté. Et on va parler aussi d'une adaptation qui a été nouvelle sur les aéronefs de combat de cette génération-là, c'est-à-dire les gouvernes de profondeur monobloc. Ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, le phénomène qui apparaît sur la gouverne de profondeur avec l'angle de choc sur le bord de fuite, tout du moins du milieu vers le bord de fuite, a révélé que ben, la gouverne, elle avait une tendance fâcheuse à se déformer et a donc provoqué un phénomène d'inversion des commandes. C'est-à-dire que si vous poussiez le manche pour descendre, ben, en fait ça faisait monter l'avion, ce qui n'est pas du tout logique. Bien sûr, tout ça, ça apparaissait à des vitesses très très élevées. Hein. Et tout ça, ça a été découvert notamment grâce aux Américains sur les premiers prototypes de vol supersonique. Donc là, vous pouvez le voir, hein, on va le faire tout de suite d'ailleurs. On a une gouverne monobloc. Elle permet donc de manœuvrer l'avion à toutes les vitesses. Là, si je fais du supersonique, on va le voir, on va monter, monter, monter. Pour faire du supersonique, c'est toujours mieux. Mais en fait, on va garder notre manœuvrabilité, quel que soit le domaine de vol. Voilà, là on est en supersonique parce qu'on n'entend plus. Bon, le jeu le déduit, hein, mais vous voyez, la gouverne en entier fonctionne. Et d'ailleurs, elle est liée, entre guillemets, à la vitesse de l'aéronef. Parce qu'effectivement, on ne va pas donner le même débattement à cette gouverne à Mach 1,2 que si on était par exemple à 402. Ça, c'est pas possible. Voyez-vous? Voilà, voilà. En gros, toutes les évolutions qu'ont apporté la découverte des vols supersoniques pendant la guerre froide. Donc les gouvernes monoblocs, ça sert à ça. La finesse des voilures, ça sert à ça. L'inconvénient, c'est que du coup, on n'avait pas des avions forcément qui étaient adaptés à plusieurs domaines de vol. Ils étaient, comme le Blackbird par exemple, cantonnés à un seul domaine. Donc il a fallu s'adapter. Donc avec cette génération d'avions, ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour adapter le domaine de vol, quelle que soit la vitesse, l'incidence, etc.,
eh bien on y a ajouté des différents éléments, des éléments que l'on appelle hypersustentateurs. Donc là on va voir, on a des becs de bord d'attaque qui sont déjà un peu gérés de manière à l'époque automatique, c'est-à-dire qu'ils bougent en fonction, voilà, les becs internes vous les avez vus, ils bougent en fonction de l'angle d'incidence de votre appareil. Plus j'ai une incidence forte, et plus ils vont sortir. Et ça pour l'instant c'est géré que sur les becs sur cet appareil. Il y a des avions sur lesquels c'était manuel, et une partie, comme ce Mirage F1 par exemple, qui était géré complètement automatique, de manière automatique, mais pas que. Si je prends l'exemple pour cet appareil, là par exemple on va aller en dessous des 302, c'est une vitesse, et puis on va rester assez bas, c'est une vitesse à laquelle on peut utiliser un artifice qui s'appelle les volets de bord de fuite. Là dans ce cadre là, que je me souvienne, ouais, ça va être là. Les volets de combat. Parce qu'effectivement, ce qui se passe aux basses vitesses avec ces ailes fines, c'est qu'on commence à avoir une perte de contrôle et une diminution drastique de la portance, ce qui fait que à basse vitesse, vous pourriez vite être pris à mal contre un avion plus manœuvrant que le vôtre. Chose qu'on a appris surtout des avions rouges, les premiers, comme les MiG-15, MiG-17, etc., qui eux avaient vraiment de très très bonnes performances aux basses vitesses et qui en plus de ça arrivaient à voler super vite. Voilà. Ça c'était un gros problème. Et comme sur ces avions de cette époque, leurs principaux adversaires c'était des avions russes de ce type-là, du même titre que le MiG-21, etc., forcément il a fallu s'adapter, il a fallu inventer des artifices. Ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va voir que la période de la guerre froide, alors elle a vu tous ces éléments naître, on va dire, sur les avions de chasse de l'époque. Vous voyez, là on voit bien, hein, les volets sont bien sortis. Hein. Là, on va même mettre l'avion dans un truc qu'il n'aime pas du tout. Voilà, pour l'image. Tac, je rentre mes volets. Et je dirais pas de le péter. Mais voilà, ce type de manœuvre, si j'essayais de le faire sans les volets, ce serait très 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 compliqué, l'avion n'aimerait pas du tout. Voyez-vous. Voilà en gros. Maintenant donc je disais, on va aller prendre un autre type d'appareil parce que voilà, vous avez vu là on a adapté on va dire le profil, le dessin de l'aile en fonction du type de vol qu'on va utiliser. Mais il y a un autre appareil qui lui alors ne fut encore plus connu de tout le grand public. J'ai nommé le F-14 Tomcat. Bien, mesdames et messieurs, je vous présente le F-14 Tomcat. Et je ne sais pas si vous pouvez le remarquer dès à présent, mais lui, il a une particularité. Je vous le remontre tout de suite. Alors, regardez bien son angle d'attaque, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça fait? Tiens, c'est bizarre. Alors, je sais, les trois quarts des gens connaissent. Pourquoi? Parce que c'est un aéronef muni d'une voilure qu'on dit à géométrie variable. Oui, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est toute la voilure qui glisse
en fonction de la vitesse de l'aéronef. On va aller voir comment ça se passe en cockpit. Ici sur le côté là, vous avez un petit diagramme, le sweep, ok, qui est gradué de 20 à 68 degrés. Sachant que 68 degrés, je crois que c'est la position entre guillemets dite porte-avions pour ranger les ailes, voire même au-delà, une position rentrée-secours. Là, regardez, ici on a un indicateur de vitesse. On vole à Mach 0,7. Et ce qui va se passer, c'est que je vais de plus en plus lentement et mes ailes vont s'étendre. Ok ? En sachant qu'il est également muni de volets de bord de fuite et de bec de bord d'attaque. Donc c'est un avion qui peut voler vraiment extrêmement lentement. Donc lui, il a une enveloppe de vol plutôt, dans sa globalité, très intéressante pour un avion de combat. On va même y aller, hein. On va sortir les volets là, pour maintenir notre altitude. J'ai un voyant wheels pour dire que j'ai pas sorti mon train. Et là on vole à 200 nœuds, hein, donc Mach 0,5. Voilà. Et donc si on se met sur l'avion, qui est d'ailleurs normalement bientôt en train de tomber, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai une aile qui a un profil adapté. Vous voyez, ça fait une courbure, ça laisse bien passer l'air au-dessus, ça l'accélère pour éviter le décrochage. Bien, maintenant, on va faire un petit truc intéressant. Donc là, voilà, on commence à être lent, l'avion me prévient, il tremblote un tout petit peu. On va accélérer. Je mets juste plein gaz sec au début, pas violenter la machine parce que le Tomcat est un avion assez puissant. Donc là, les volets, c'est au pilote de les gérer. C'est pas l'avion qui les gère. Hein. Voilà, donc là, on va accélérer tranquillement vers les 200 nœuds, ce qui représente à peu près à 380 km/h. Donc là, je vais rentrer mes volets. Vous voyez, mes becs rentrent, mes volets rentrent progressivement. Et là, je vais laisser l'avion accélérer. Donc, vous avez vu, là, j'ai un profil d'aile, somme toute assez fin, pardon. Et en plus de ça, maintenant que j'en suis là et que j'ai un avion, voilà, qui va accélérer du feu de Dieu, je vais allumer les post-combustion. Les post-combustion, c'est les gros trucs qui font du feu derrière. C'est-à-dire qu'on rajoute du carburant et on le brûle pour obtenir un supplément de poussée. Ça aussi, c'était inventé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et regardez mon aile, ce qu'elle fait. Elle glisse progressivement vers l'intérieur. Voilà, pour ne pas être gêné par l'onde de choc. Et donc là, on accélère progressivement, on est à Mach 0,9. Donc là, ça y est, on est déjà en transsonique. Hein. Et l'aile va être complètement rentrée et repliée à Mach 1, même 0,98, vous voyez. Voilà, et là, on est à 68 degrés. Donc vous voyez, 68 degrés, c'est l'angle d'attaque maximum, de bord d'attaque, pardon, de notre aile sur F-14 Tomcat. Voilà. Donc là, l'aile est complètement rentrée, on peut aller voler comme ça jusqu'à Mach 2,5. 68 degrés. Vous voyez, c'est énorme. Hein, là c'est bien. On a un avion qui peut voler dans beaucoup de domaines de vol. Donc là, je suis obligé de couper le pilote automatique pour pas devenir passager de l'avion. Vous voyez, ça accélère fort en plus. Hein. Mais ça reste quand même relativement stable tout ça. Ah oui, parce que cet avion a quand même été conçu pour ça. Voilà. On reste toujours sur de la gouverne de profondeur monobloc, d'accord, qui fait en même temps sur cet aéronef, quand les ailes sont repliées aussi, gouverne de roulis. Ça fait office d'aileron pour schématiser. Mais maintenant, on va quand même noter un certain inconvénient à ces éléments-là. Donc il y a des becs, il y a des moteurs hydrauliques pour gérer la flèche de l'aile. Ok, je vais repasser subsonique, ça sert à rien d'accélérer plus. Et tout ça, en fait, ça a des coûts en entretien, en termes d'entretien mécanique, j'entends, mais aussi en termes de masse dans l'aéronef. Parce que là, tout ça, c'est géré par des éléments mécaniques, mécaniques et hydrauliques d'ailleurs, qui font que ça pèse énormément sur la globalité de la masse de l'aéronef. Et forcément, dans certaines phases de vol, malgré tout, ça ne le rendra pas aussi maniable que des avions à commande de vol électrique.
par exemple. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la période de la découverte du vol supersonique. Sur ce, j'espère que vous aurez appris des trucs, j'espère que ça aura été clair. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!